Thomas Brennan était en train de mourir sur un trottoir parisien et personne ne s'en souciait. Le PDG de 34 ans venait de perdre 45 millions d'euros lors d'une réunion désastreuse. Sa mère était en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière après un AVC foudroyant. Et maintenant, son corps lâchait enfin ses dents à des mois de stress ininterrompu. Le monde se mit à tourner. Sa vision se brouilla. Puis, ce fut le choc du pavé contre sa tempe. Les passants défilaient autour de lui. Certains jetaient un regard, mais aucun ne s'arrêtait. Après tout, ce n'était qu'un homme en costume, étendu sur le trottoir sans doute ivre. Pas leur problème. Mais une fillette de 7 ans vit autre chose. Amélie Colonel observait des papillons dans le parc Monceau lorsqu'elle entendit le bruit sourd d'un corps tombant lourdement. Ses yeux bleus s'écarquillèrent en voyant l'homme s'effondrer. Sans hésiter, ses petites jambes la portèrent côte vers lui. Sa robe rouge virevoltait tandis qu'elle s'agenouillait auprès de l'inconnu, le cœur battant à tout rompre, mais les mains étonnamment calmes. « Monsieur, monsieur, réveillez-vous » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Elle posa sa petite main sur la poitrine de l'homme. Il respirait. C'était bon signe. Sa maman lui avait appris que respirer, c'était le plus important. D'un geste hésitant mais déterminé, Amélie attrapa le téléphone tombé près de lui et composa le 112. « Il y a un monsieur qui dort par terre et qui ne se réveille pas. Il faut une ambulance. » Ce qu'Amélie ignorait, c'est qu'elle venait de sauver la vie de Thomas Brennan, PDG millionnaire. Et ce que Thomas ignorait encore, c'est que cette fillette courageuse aux yeux bleus et à la robe rouge était sa fille. La fille dont il ne soupçonnait même pas l'existence. L'enfant né d'une nuit parfaite 8 ans plus tôt avec une femme nommée Béatrice, qu'il croyait disparue à jamais. Mais le destin en avait décidé autrement. Et tout commença le jour où une enfant décida qu'un inconnu méritait d'être sauvé. La chaleur d'eau à Paris était accablante, du genre à faire miroiter l'asphalte et à transformer la ville en prison étouffante. Thomas Brennan se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau d'angle au 42e étage de la tour Montparnasse, le siège de Brennan Technology France SA, observant la capitale s'étendre sous lui comme une maquette miniature. Son reflet dans le verre montrait un homme qui paraissait plus vieux que ses 34 ans, des cernes sombres sous les yeux bruns des cheveux qui auraient eu besoin d'une coupe, une mâchoire si crispée qu'elle en faisait mal. Son costume italien, sur mesure, qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, lui donnait l'impression d'une camisole. Derrière lui, la salle de réunion se vidait. Les investisseurs japonais menés par le courtois M. Tanaka sortaient en silence. Pas de poignée de main, pas de promesse, de se revoir seulement le léger clic de la porte qui se referma définitif comme le couvercle d'un cercueil. 45 millions envolés. Thomas appuya son front contre la vitre froide, sentant la vibration du système de climatisation parcourir le bâtiment. Sa secrétaire Hélène, une femme efficace d'une 50aine d'années qui avait remplacé la perfide Catherine Valois 2 ans plus tôt, frappa doucement avant d'entrer. « Monsieur Brennan, je suis désolé. Puis-je faire quelque chose? » « Non, répondit-il, d'une voix creuse, même à ses propres oreilles. « Annulez toutes mes réunions pour aujourd'hui. J'ai besoin d'air. » Hélène hésita. « Monsieur, vous avez la revue trimestrielle à 15 heures, et le conseil attend. » J'ai dit, annulez tout. Thomas se retourna, et quelque chose dans son regard fit reculer Hélène d'un pas. « S'il vous plaît, ajouta-t-il plus doucement. Donnez-moi juste quelques heures. »« Bien sûr, monsieur Brennan. » Il quitta son propre immeuble comme un fantôme, saluant à peine les agents de sécurité, la réceptionniste, les employés, qui s'écartaient instinctivement sur son passage. Tout le monde s'écartait toujours pour Thomas Brennan.
Il était le patron, le PDG, l'homme qui avait bâti son empire dans le garage de sa mère 12 ans plus tôt. Il était censé tout savoir, ne jamais vaciller. Mais, en cet instant, il se sentait se fissurer de l'intérieur. La chaleur le frappa comme un mur lorsqu'il sortit sur le boulevard du Montparnasse. Il était 14h30, le soleil au zénith, et Thomas sentit immédiatement la sueur perler sur son front et imbiber son col. Il desserra sa cravate en soie bordeaux, celle que son styliste personnel lui avait assurée, projetait confiance et autorité. À cet instant, elle lui sembla une corde. Son téléphone vibra. Il le sortit, plissant les yeux sous la lumière crue. Numéro inconnu. Il faillit ignorer l'appel, mais quelque chose le poussa à répondre. Thomas Brennan. Monsieur Brennan. Ici le docteur Moreau de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La voix était professionnelle, mais pressante ce ton que les médecins adoptent quand il faut écouter sans céder à la panique. J'appelle au sujet de votre mère, Madame Dorothée Brennan. Le cœur de Thomas se figea. Le monde sembla pencher sur le côté. La chaleur, le stress et l'échec de la réunion se combinèrent en une vague de vertige. Que s'est-il passé? Votre mère a été admise aux urgences il y a environ 45 minutes. Elle a subi un AVC ischémique. Nous l'avons stabilisée et elle se trouve actuellement en réanimation. Mais, Monsieur Brennan, il faut venir à l'hôpital dès que possible. Les mots le frappèrent un à un, comme des coups de marteau. EVC, réanimation, dès que possible. Cette dernière expression était un code médical, c'est grave. Préparez-vous au pire. J'arrive tout de suite. Thomas se mit à marcher ses pas automatiques vers le parking souterrain à 3 rues de là. Est-elle consciente? Peut-elle parler? Elle est sédatée pour le moment. Les 24 prochaines heures seront cruciales. Je ne peux pas en dire davantage par téléphone, mais Monsieur Brennan, vous devrez peut-être prendre certaines décisions médicales. Décision médicale. Cela signifiait vie ou mort. Cela signifiait que sa mère, la femme qui l'avait élevé seule après le départ de son père, qui avait cumulé 3 emplois pour lui payer ses études, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, était peut-être en train de mourir. « Je comprends. J'y serai dans 20 minutes. » Thomas raccrocha. Sa main tremblait tellement qu'il faillit laisser tomber le téléphone. Il resta là sur le trottoir du boulevard du Montparnasse, tandis que les passants s'écoulaient autour de lui comme un courant d'eau contournant une pierre, et il tenta de se souvenir comment respirer. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. C'est ce que le thérapeute, qu'il avait vu 2 fois avant de l'ignorer, lui avait conseillé, respirer à travers la panique. Mais il n'y parvenait pas. Sa poitrine était trop serrée. Ses poumons refusaient de se dilater. Le monde tournait, la chaleur pesait sur lui comme un poids physique. Des taches noires dansaient à la périphérie de sa vision. Il fit un pas puis un autre, mais ses jambes lui semblaient étrangères, déconnectées de son corps. La réunion ratée, sa mère à l'hôpital, la pression constante. Les nuits sans sommeil, le fardeau écrasant de la responsabilité pour 200 employés et leurs familles, tout s'abattit sur lui. D'un coup, une vague de stress, de peur et d'épuisement qui s'accumulait depuis des mois, peut-être des années. Thomas sentit ses genoux pliés. Il essaya de se retenir, de rester debout, mais son corps en avait eu assez. La dernière chose qu'il perçut, avant que la conscience ne s'éteigne, fut la rugosité du trottoir parisien qui se précipitait vers lui. Et quelque part au loin, le son d'enfants riant. De l'autre côté de la rue, au parc Monceau, Amélie Colonel, 7 ans, vivait un moment parfait. Les papillons monarques étaient d'un partout aujourd'hui, des dizaines d'entre eux, leurs ailes oranges et noires, captant la lumière du soleil, en dansant entre les fleurs sauvages près de l'étang. Amélie adorait les papillons plus que presque tout.
Elle aimait leur fragilité, la façon dont ils flottèrent dans l'air, comme de petits morceaux de papier colorés emportés par une brise invisible. Maman regarde. Il y en a plein, cria-t-elle en tournoyant sur elle-même. Sa robe rouge à col blanc, à pois, s'évasait autour de ses jambes. Ses cheveux blonds, attachés en 2 couettes, rebondissaient à chacun de ses mouvements, et ses yeux bleus brillaient de joie pure. Béatrice Colonel observait sa fille avec un sourire mêlé d'amour et de fatigue. À 30 ans, elle possédait cette beauté, née de l'ossature, plutôt que du maquillage. Pourtant, les cernes sous ses yeux et la tension de sa bouche racontèrent la vie d'une femme qui travaillait trop et dormait trop peu. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval simple. Elle portait un jean et un t-shirt bleu passé. Sa blouse d'infirmière avait été laissée à l'hôpital après la fin de son service à midi. « Je les vois, ma chérie. Ils sont magnifiques. » Le téléphone vibra dans la poche de Béatrice. Elle le sortit Sandra, une collègue infirmière. Elles essayaient depuis des semaines d'échanger des gardes. « Salut Sandra », répondit Béatrice, gardant un œil sur Amélie. « Tu as parlé au chef de service ?»« Oui, et je crois qu'on peut s'arranger », répondit Sandra enthousiaste. « Si tu prends ma nuit du 15, je peux couvrir ton week-end du 22. Comme ça, tu pourras emmener Amélie au musée des sciences dont elle parle tout le temps. » « Ce serait parfait », sourit Béatrice, en regardant sa fille poursuivre un grand papillon. Elle a entouré cette date sur le calendrier depuis des semaines. Tu me sauves la vie, Sandra. C'est à ça que servent les amis. Et puis, tu m'as remplacé assez souvent. Ta journée de repos se passe bien. Oui, on est au parc Monceau. Amélie est convaincue qu'elle peut devenir amie avec tous les papillons de Paris. Sandra éclata de rire. Cette petite a ton grand cœur. Écoute, je dois filer, mais je soumets la demande d'échange aujourd'hui. Elle sera validée demain. Merci infiniment. Je t'en dois une. Tu m'en dois 50, mais qui compte, plaisanta Sandra. Fais un bisou à Amélie pour moi. Béatrice termina l'appel et leva les yeux pour vérifier où était sa fille. Amélie était encore visible à une dizaine de mètres, accroupie observant quelque chose dans l'herbe. Béatrice s'accorda un instant pour respirer, profiter de ce rare après-midi de repos, du soleil du rire de sa fille. Ces moments étaient précieux et trop rares. Son téléphone vibra de nouveau cette fois, un message du service RH de l'hôpital au sujet de sa mutuelle santé. Béatrice soupira et commença à taper une réponse. Cela prit peut-être 30 secondes, 1 minute tout au plus. Lorsqu'elle releva la tête, Amélie n'était plus là où elle se trouvait. Amélie. La voix de Béatrice était calme, pas encore paniquée. Amélie s'égarait parfois, distraite par 1000 choses intéressantes. « Amélie, où es-tu » Pas de réponse. Béatrice se leva, scrutant les alentours. D'autres familles étaient là, d'autres enfants jouaient, mais aucun n'était une fillette blonde en robe rouge. Amélie appela-t-elle plus fort, avec une pointe d'inquiétude. Son rythme cardiaque s'accéléra. Le parc était sûr, se dit-elle. Amélie savait qu'il ne fallait pas parler aux inconnus. Mais Paris restait une grande ville, et les mauvaises choses pouvaient arriver en quelques secondes. Puis elle l'entendit. Une petite voix aiguë venant de l'autre côté du boulevard. « Maman j'aide ». La tête de Béatrice se tourna d'un coup vers le son. De l'autre côté du boulevard du Montparnasse, près du trottoir, elle aperçut une petite silhouette rouge agenouillée auprès de quelque chose. De quelqu'un. Amélie était agenouillée près d'un homme allongé sur le trottoir. Béatrice se mit à courir. Elle ne regarda presque pas la circulation, entendit à peine la voiture qui klaxonna, tandis qu'elle traversait en courant. Une seule pensée la guidait, atteindre sa fille, s'assurer qu'elle allait bien. Mais à mesure qu'elle approchait, que la scène devenait plus nette, son monde bascula. L'homme étendu inconscient sur le trottoir, son costume froissé, ses cheveux bruns tombant sur le front,
le visage pâle, mais immédiatement reconnaissable malgré 8 ans écoulés. C'était Thomas Brennan. Les pieds de Béatrice se figèrent. Sa respiration se coupa. Ce n'était pas possible. Pas lui. Et pourtant, c'était bien lui. Elle l'aurait reconnu n'importe où, dans n'importe quel état. Thomas Brennan, l'homme qui lui avait offert une nuit parfaite 8 ans plus tôt avant de disparaître. L'homme dont elle avait élevé l'enfant seul. Le père qu'Amélie n'avait jamais connu. Maman. La voix d'Amélie perça la sidération. J'ai appelé le 112. Le monsieur est tombé et il ne se réveille pas. Le réflexe professionnel de Béatrice prit le dessus sur le tremblement émotionnel qui la secouait. Elle tomba à genoux près de Thomas, ses mains se mouvant automatiquement pour vérifier le pouls. Fort et régulier à la carotide. Sa poitrine se soulevait à un rythme stable. Béatrice sortit la petite lampe de poche qu'elle gardait toujours dans son sac et vérifia les pupilles de l'homme. Elle chercha des signes de traumatisme crânien en dehors de la petite entaille sur son front. « Tu as très bien fait, ma chérie », réussit-elle à dire la voix tremblante, mais maîtrisée. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Quand as-tu appelé? Il y a 1 minute. » « La dame a dit que l'ambulance arrivait, » répondit Amélie en tenant précieusement le téléphone de Thomas entre ses petites mains. « Il va aller bien. Il a l'air très malade. Je pense que oui, mon cœur. Il a juste dû s'évanouir. » L'esprit de Béatrice tournait à toute vitesse, pendant que ses gestes suivaient le protocole presque par réflexe. Quelles étaient les chances? Quelles étaient les chances, sur des millions d'habitants à Paris, que Thomas s'effondre ici, précisément là où elle se trouvait? Cela ressemblait à un signe du destin, ou à une ironie cosmique, voire à une mauvaise blague de l'univers. Au loin, les sirènes retentirent, se rapprochant rapidement. Les paupières de Thomas frémirent sans s'ouvrir. Béatrice le regarda attentivement, observant les changements que 8 années avaient sculptés sur son visage. Il paraissait plus âgé, plus marqué. Des rides fines s'étaient creusées près de ses yeux, une tension persistante crispait sa mâchoire. Il avait l'air d'un homme à succès, fatigué, mais prospère. Pendant qu'elle enchaînait les gardes de nuit pour payer un petit appartement dans une banlieue modeste, lui bâtissait un empire. L'injustice de cette pensée lui serra violemment le ventre. L'ambulance arriva à gyrophare, allumée 2 ambulanciers sautant à terre avec des gestes sûrs et rapides. Béatrice se présenta aussitôt. « Je suis infirmière diplômée d'État. » Elle leur donna une évaluation rapide. Trouvé inconscient, probablement un épisode vasovagal ou une syncope liée au stress. Pouls fort et régulier. Respiration normale. Pas de traumatisme aigu, apparent, à part une petite plaie frontale. Perte de connaissance estimée à 3 à 4 minutes. Un des ambulanciers, un jeune homme au regard bienveillant, adressa un sourire à Amélie. « C'est toi qui as appelé ma puce ?» Amélie hocha la tête fière et effrayée à la fois. « Il va aller bien. On va bien s'occuper de lui. Tu as été formidable. » Puis il se tourna vers Béatrice. « Vous êtes de la famille. » La question resta suspendue dans l'air. Béatrice aurait dû dire non. Elle aurait dû s'éloigner, prendre la main d'Amélie et laisser Thomas affronter seul les raisons de son malaise. Mais elle regarda sa fille, ses yeux bleus pleins d'inquiétude pour un inconnu, et elle ne put pas. « C'est elle qui lui a sauvé la vie, » dit Béatrice d'une voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Nous voulons simplement nous assurer qu'il va bien. » Ils chargèrent Thomas sur le brancard, l'attachant avec efficacité. Béatrice et Amélie montèrent peu dans l'ambulance, s'installant sur le petit siège repliable pendant que les ambulanciers s'affairaient. L'intérieur sentait le désinfectant et le plastique des odeurs familières qui d'ordinaire rassuraient Béatrice, mais qui ce jour-là lui donnèrent tant l'impression d'être piégée. L'ambulance s'éloigna du trottoir sirène hurlante, filant à travers la circulation parisienne. Thomas reprenait peu à peu connaissance.
Ses paupières tremblaient, sa tête bougea légèrement, un faible gémissement s'échappa de ses lèvres. L'ambulancier ajusta le masque à oxygène et parla d'une voix calme et posée. « Monsieur Brennan, vous m'entendez? Vous êtes dans une ambulance. Vous vous êtes effondré dans la rue. On vous conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. » Les yeux de Thomas s'ouvrirent lentement, d'abord flous clignants face à la lumière crue de l'habitacle. Puis son regard s'aiguisa, parcourant le petit espace, observant l'ambulancier et le matériel. Avant de s'arrêter sur le siège en face où Béatrice tenait Amélie sur ses genoux. Béatrice vit la reconnaissance le frapper comme un choc physique. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, tout son corps se tendit. Il essaya de se redresser, mais l'ambulancier posa une main ferme sur son épaule. « Monsieur, restez tranquille. Vous avez perdu connaissance. » Mais Thomas ne le regardait pas. Il fixait Béatrice, et elle vit défiler sur son visage une douzaine d'émotions en quelques secondes. La stupeur, l'incrédulité, la confusion, et quelque chose qui ressemblait à de la joie, ou peut-être à de la peur. Ses lèvres formèrent un mot silencieux, Béatrice. Puis ses yeux se tournèrent vers Amélie. Il la regarda vraiment, pour la première fois. Béatrice le vit détailler les cheveux blonds, les yeux bleus la forme de son visage. Elle vit le moment exact où son esprit analytique commença à faire les calculs, à relier les dates, à poser la question, avant même de la prononcer. Mais avant qu'aucun mot ne sorte les yeux de Thomas, se révulsèrent et il replongea dans l'inconscience. « Maman, pourquoi il t'a regardé comme ça ?» chuchota Amélie, sa petite voix perçant le bruit de la sirène et des moniteurs. « Tu le connais ?» La gorge de Béatrice se serra si fort qu'elle eut du mal à parler. « Oui, ma puce, je l'ai connu il y a longtemps. C'était ton ami. » Une question si simple, une réponse impossible. Béatrice serra Amélie contre elle, respira l'odeur de fraise de son shampoing, cherchant à s'ancrer dans le présent, dans la chaleur tangible de l'enfant dans ses bras. « Quelque chose comme ça, » murmura-t-elle, et c'était tout ce qu'elle pouvait dire. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ils conduisirent Thomas directement aux urgences. Béatrice et Amélie furent invitées à patienter dans la salle d'attente pendant que les médecins prenaient le relais. C'était un lieu familier. Béatrice y avait travaillé de nombreuses fois. Comme infirmière intérimaire, connaissait les couloirs, certains visages, mais aujourd'hui, tout semblait étranger, menaçant comme si elle avait franchi la porte d'une réalité parallèle où sa vie soigneusement bâtie risquait de s'effondrer. « On peut attendre qu'il se réveille ?» demanda Amélie en grimpant sur l'une des chaises en plastique inconfortable et en balançant ses jambes. « Je veux être sûre qu'il va bien. » D'accord. Béatrice aurait voulu dire non. Prendre la main de sa fille et s'enfuir avant que Thomas ne se réveille et ne réclame des explications qu'elle n'était pas prête à donner. Mais Amélie la regardait avec tant d'espoir, tant de compassion innocente pour l'homme qu'elle venait de sauver. Et Béatrice n'avait jamais su rien refuser à sa fille. « On va attendre un peu », finit-elle par dire, s'asseyant à côté d'Amélie et sortant son téléphone pour prévenir Sandra qu'elle serait peut-être en retard pour le dîner. Les minutes s'écoulaient, avec une lenteur insupportable. Amélie coloriait distraitement un livre de coloriage usé du coin, enfant de la salle d'attente, fredonnant une mélodie sans air. D'autres patients entraient, sortaient, appelaient, repartaient. Béatrice fixait l'horloge au mur, chaque battement de la trotteuse, résonnant comme un coup de marteau dans sa poitrine. Que lui dirait-elle? Comment expliquer 8 ans de silence? Et plus encore, lui devait-elle seulement une explication? C'était lui qui l'avait ignorée, qui n'avait jamais répondu à ses appels, ni à ses mails, qui l'avait laissée seule enceinte et terrorisée. Mais tandis qu'elle ressassait ses souvenirs, le doute s'insinua. Le visage de Thomas dans l'ambulance,
cette expression de choc et d'incompréhension sincère lorsqu'il l'avait reconnue. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui aurait choisi de l'abandonner. C'était le regard d'un homme qui venait de voir un fantôme. 2 heures passèrent. Amélie commençait à s'impatienter, demandant quand elle dînerait, lorsqu'enfin un médecin sortit du service des urgences. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, le visage tiré l'air de celui qui a trop de garde derrière lui. Famille de Monsieur Thomas Brennan. Béatrice se leva d'un bond, entraînant Amélie avec elle. C'est nous qui avons appelé le 112. Comment va-t-il? Le médecin adressa un sourire bienveillant à Amélie. Grâce à la réactivité de cette jeune demoiselle, il va s'en sortir sans séquelles. Monsieur Brennan a fait une syncope liée à un stress aigu, autrement dit, un évanouissement provoqué par une tension nerveuse extrême. Il est aussi très déshydraté et présente des signes d'épuisement sévère. Nous effectuons encore quelques examens pour écarter toute cause cardiaque, mais a priori, c'est l'accumulation de fatigue physique et mentale qui a eu raison de lui. On peut le voir, demanda Amélie, avant que sa mère n'ait le temps de répondre. Je veux lui dire qu'il va bien. Le médecin jeta un regard à Béatrice, qui hocha la tête à contre-cœur. Une courte visite, ça ira. De toute façon, il demande à voir la petite fille qui l'a sauvée. Chambre 304, aile d'observation. Le cœur de Béatrice battait à tout rompre, tandis qu'elle conduisait Amélie à travers les couloirs familiers de l'hôpital. Elle avait arpenté ces mêmes couloirs tant de fois, mais jamais il ne lui avait paru si long, si lourd d'appréhension. Devant la porte 304, elle s'arrêta la main posée sur la poignée. « Maman, tu trembles ?» remarqua Amélie avec la lucidité d'un enfant qui avait appris très tôt à lire les émotions de sa mère. « Tu as peur ?»« Un peu, ma chérie. Parfois, revoir des gens de son passé, ça fait peur. Mais il a l'air gentil et il était malade. Il faut être gentil avec lui. » La vérité sortait de la bouche des enfants. Béatrice prit une grande inspiration et poussa la porte. La chambre était petite, impersonnelle, dominée par le lit d'hôpital, où Thomas reposait le torse relevé par des oreillers. Une perfusion dans le bras des moniteurs, bipant doucement, et une blouse d'hôpital qui le rendait vulnérable, d'une manière que ses costumes hors de prix n'avaient jamais permise. Mais ses yeux étaient ouverts et lucides, et lorsqu'ils se posèrent sur Béatrice et Amélie, son visage tout entier s'illumina. « Vous êtes venus, » dit-il la voix rauque, mais teintée d'émerveillement. « J'ai cru un instant vous avoir rêvé. »« Bonjour, » lança joyeusement Amélie, bondissant dans la pièce, sans la moindre hésitation. Elle s'approcha du lit avec la témérité d'un enfant qui ne connaît pas encore la peur du monde. « Vous êtes réveillé. »« J'étais inquiète pour vous, monsieur. Vous dormiez depuis très longtemps. » Les yeux de Thomas se remplirent de larmes en la regardant. Béatrice le vit boire chaque détail du visage de sa fille. Et elle sut. Elle sut avec une certitude absolue qu'il voyait la ressemblance. La mâchoire obstinée, les reflets dorés des cheveux, la forme des mains. « J'ai entendu dire que c'est toi qui as appelé les secours, » dit Thomas. La voix légèrement brisée. « Tu m'as sauvé la vie, c'était très courageux. » Amélie haussa les épaules, même si la fierté se lisait dans son sourire. « Ma maman est infirmière. Elle m'a appris ce qu'il faut faire quand quelqu'un a besoin d'aide. » Vous respiriez donc, je savais que vous étiez vivant, mais vous ne vous réveilliez pas. Alors j'ai appelé l'ambulance. « Ta maman t'a très bien appris, » murmura Thomas. Ses yeux se levèrent vers Béatrice, et le poids de 8 années de silence tomba entre eux dense comme une pierre. « Bonjour Béatrice. » Thomas. Sa voix sortit plus froide qu'elle ne l'aurait voulu sur la défensive. « Je suis contente que tu ailles bien. On peut parler. » Les mots lui échappèrent urgents, presque suppliants. « S'il te plaît, je sais que je n'ai aucun droit, mais... Béatrice, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé.
Comprendre quoi? Les mots jaillirent d'elle avant qu'elle puisse les retenir, portée par 8 ans de blessures et de colère. Tu as eu ce que tu voulais cette nuit-là, puis tu as disparu. Fin de l'histoire. Amélie regardait tour à tour, l'un et l'autre le front plissé de confusion. Maman, vous vous connaissez, Thomas et Béatrice ouvrirent la bouche en même temps. Mais avant qu'ils ne puissent répondre, une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte. « Monsieur Brennan, il y a du nouveau concernant votre mère. Elle est consciente et demande après vous. » La transformation sur le visage de Thomas fut instantanée. Un soulagement si intense qu'il en devint presque douloureux à regarder, envahit ses traits effaçant tout le reste. Elle est réveillée. Elle est vraiment réveillée. Oui, monsieur. Elle est stable et ses fonctions cognitives semblent intactes. C'est très bon signe. Thomas tenta aussitôt de se redresser, cherchant à se détacher des moniteurs et de la perfusion. Je dois la voir. Où est-elle? En soins intensifs, mais Monsieur Brennan, vous n'êtes pas en état, commença l'infirmière. Je m'en moque. La voix de Thomas était ferme, sans agressivité. Ma mère s'est réveillée après un AVC. Rien d'autre ne compte. Aidez-moi à me lever ou je le ferai moi-même. Béatrice reconnut ce ton, cette obstination. Elle l'avait déjà entendu 8 ans plus tôt, quand Thomas défendait son projet de start-up face à une salle d'investisseurs sceptiques, refusant de céder croyant en lui quand personne d'autre ne le faisait. C'était une des choses qui l'avait attiré vers lui. « Je vais t'aider », dit-elle finalement sa formation d'infirmière, reprenant le dessus sur le tumulte de ses émotions. Elle s'approcha du lit, déconnecta méthodiquement les moniteurs et stabilisa la perfusion. « Mais tu prends un fauteuil roulant. Tu t'es effondré d'épuisement il y a moins de 3 heures. »« Tu ne marches nulle part, » déclara Béatrice d'un ton sans appel. Thomas eut l'air de vouloir protester, mais quelque chose dans le regard de Béatrice dut le convaincre de coopérer. L'infirmière revint avec un fauteuil roulant, et à elles deux, elles parvinrent à le transférer sans encombre. « On peut venir aussi ?» demanda Amélie en prenant la main de sa mère. « Je veux voir si elle est gentille comme lui. »« Ma puce, je ne crois pas que... » commença Béatrice. « S'il te plaît, » coupa Thomas, ses yeux croisant les siens. « Elle m'a sauvé la vie. Le minimum, c'est de la laisser rencontrer ma mère. » Et Dorothée voudra la remercier. Ainsi, Béatrice se retrouva à pousser le fauteuil de Thomas à travers les couloirs de l'hôpital, tandis qu'Amélie marchait à côté, racontant avec enthousiasme les papillons du parc Monceau et la pièce de théâtre de son école sur le système solaire où elle devait jouer la planète Mars parce qu'elle avait une robe rouge. Thomas écoutait avec une intensité presque douloureuse, son regard rivé sur le visage expressif d'Amélie, comme s'il voulait graver dans sa mémoire chaque mot, chaque geste. Arrivée à l'unité de soins intensifs, l'infirmière du poste de garde reconnut Béatrice. Elle y avait fait des remplacements et les laissa passer avec un sourire complice. La chambre de Madame Dorothée Brennan se trouvait au fond du couloir. À travers la paroi vitrée, Béatrice aperçut une femme aux cheveux argentés, assise dans son lit fatiguée, mais bien éveillée. Thomas fit rouler le fauteuil à l'intérieur, suivi de Béatrice et d'Amélie qui restaient en retrait. « Maman !» souffla Thomas, sa voix se brisant sur le mot. Il attrapa la main de sa mère avec précaution, évitant les tubes et les fils, et la porta contre son front. « Tu m'as fait une peur bleue, mon garçon », dit Dorothée d'une voix faible, mais pleine de cette tendresse qui traverse toutes les épreuves. « Ne pleure pas. Je suis bien trop têtu pour mourir d'un petit AVC. » Un petit AVC. Maman, tu étais inconsciente quand ils t'ont amenée, et maintenant, je suis consciente, et je vais très bien. Les médecins disent qu'ils m'ont prise en charge assez vite pour éviter les séquelles. Les yeux vifs de Dorothée se tournèrent alors vers Béatrice et Amélie restait près de la porte. « Et qui avons-nous là ?» demanda-t-elle curieuse.
Thomas se retourna dans son fauteuil, son regard trouvant celui de sa fille, sans encore le savoir. « Maman, voici la petite fille qui m'a sauvé la vie. Quand je me suis effondré dans la rue, c'est elle qui a appelé les secours. Sans son courage et sa rapidité, je ne serais peut-être pas là. » Le visage de Dorothée s'adoucit, une chaleur sincère traversant ses traits. Béatrice sentit quelque chose se relâcher en elle. « Approche, mon ange. Laisse-moi voir celle qui a sauvé mon fils. » Amélie s'avança sans hésiter, venant se placer près du lit. « Bonjour, je m'appelle Amélie. Amélie Colonel. J'ai 7 ans et 3/4. Et voici ma maman Béatrice. Elle est infirmière, alors elle aide aussi les gens malades. » Amélie, répéta Dorothée, comme pour savourer le prénom. « C'est un très joli nom. Et tu as un cœur très courageux, Amélie Colonel. » Ses yeux se posèrent ensuite sur Béatrice. Il y avait dans ce regard quelque chose de perçant, de presque instinctif, une recherche silencieuse qui fit frissonner Béatrice. « Merci d'avoir appris à votre fille la bonté et le réflexe d'aider. C'est une qualité qui devient rare de nos jours. »« Elle a bon cœur, » répondit Béatrice d'une voix voilée. « C'est son propre mérite. » Pendant l'heure qui suivit, une étrange harmonie s'installa dans la chambre de réanimation. Amélie, avec sa spontanéité d'enfant, racontait tout et n'importe quoi, les papillons du parc, ses livres préférés, la façon dont sa maman travaillait parfois à l'hôpital, sa future pièce, où elle incarnait Mars, sa meilleure amie qui savait dessiner les chevaux. Thomas l'écoutait captivé, posant de temps en temps une question sans jamais détourner le regard d'elle. Dorothée, elle les observait tous les trois avec cette attention tranquille. Des gens qui savent lire entre les lignes, déceler ce que les autres tentent de cacher. Béatrice vit le moment exact où Dorothée comprit. C'était lorsqu'Amélie pencha la tête en réfléchissant à une question, ce petit geste familier, copie conforme de celui de Thomas, quand il méditait sur quelque chose. Les yeux de Dorothée s'écarquillèrent imperceptiblement, puis se tournèrent vers son fils, puis vers Béatrice. Son visage traversa une série d'émotions rapides. La surprise, la réflexion, la compréhension, et enfin, une joie farouche, presque protectrice. « Thomas, dit-elle doucement sa voix, coupant net le récit d'Amélie à propos d'une chenille qu'elle avait trouvée. « Tu pourrais m'apporter un peu d'eau fraîche du poste infirmier? La glace dans cette carafe a fondu. Maman, je peux demander à... S'il te plaît, mon fils? Tu sais comme je suis. » Thomas, perplexe, obéit néanmoins et fit rouler son fauteuil jusqu'à la porte. Dès qu'il fut hors de portée de voix, le regard perçant de Dorothée se fixa sur Béatrice. « Quel âge a ta fille déjà? » Le cœur de Béatrice s'arrêta net. « 7 ans, murmura-t-elle. »« 7 ans, répéta Dorothée. Et Thomas en a 34. Ce qui veut dire qu'il en avait 26 il y a 8 ans. Elle marqua une pause, laissant les chiffres parler d'eux-mêmes. Cet enfant a les yeux des Brennan, la mâchoire des Brennan, et même cette manière de pencher la tête quand elle réfléchit profondément. Amélie, inconsciente de la tension, dessinait sur une feuille que lui avait donnée une infirmière, fredonnant gaiement. Béatrice, elle avait l'impression que les murs se refermaient sur elle. « Est-ce qu'il sait ?» demanda Dorothée d'une voix douce mais ferme. Béatrice secoua la tête muette, les larmes brûlant déjà ses yeux. « Tu as essayé de le lui dire? » « Oui. » Le mot sortit dans un sanglot. « J'ai essayé pendant des mois. Il ne répondait jamais. Il m'a bloqué. Je croyais qu'il ne voulait plus rien savoir de nous. » Souffla Béatrice, la voix tremblante. L'expression de Dorothée passa de la méfiance à quelque chose de plus doux, de plus triste. « Ça ne ressemble pas à mon Thomas. Il a ses défauts, mais il n'est pas cruel. Il n'aurait jamais abandonné un enfant. » « Eh bien, il l'a fait, » répondit Béatrice d'un ton amer. « Volontairement ou pas, il l'a fait. » Avant que Dorothée ne puisse répliquer, Thomas revint dans la chambre avec une carafe d'eau glacée.
Il regarda tour à tour les deux femmes, percevant immédiatement la tension qui flottait dans l'air. « Tout va bien. »« Très bien, » répondit Dorothée d'une voix légère. Mais son regard vers Béatrice disait clairement « Cette conversation n'est pas terminée. » « Amélie me racontait sa pièce d'école, » ajouta-t-elle avec un sourire. À mesure que l'après-midi déclinait et que la lumière de l'hôpital passait du jour cru à un halo plus doux, Tommy insista pour raccompagner Béatrice et Amélie. Une infirmière l'aida à s'installer dans un fauteuil roulant, déconnecta ses appareils le temps d'une courte sortie et lui donna l'autorisation. « Tu devrais te reposer, » protesta Béatrice. « Tu t'es effondrée il y a à peine 3 heures. Je me reposerai après. S'il te plaît, Béatrice, j'ai besoin de te parler. » Amélie commençait à somnoler, se frottant les yeux et s'appuyant contre la jambe de sa mère. Ils traversèrent lentement les couloirs de l'hôpital Thomas, avançant dans son fauteuil. Béatrice portant Amélie, endormie sur son épaule, la respiration chaude de la fillette contre son cou. À l'entrée, dans un recoin tranquille, près des portes vitrées automatiques, Thomas s'arrêta. Il leva vers Béatrice un regard si chargé d'émotion qu'elle en eut le souffle coupé. « Je ne comprends rien à tout ça, » dit-il à voix basse, conscient de l'enfant qui dormait. « Cette nuit qu'on a passée ensemble il y a 8 ans, elle comptait pour moi. Elle comptait plus que tout. Je t'ai donné mon numéro, je t'ai dit d'appeler quand tu serais rentré. J'ai dit que je voulais te revoir, et puis tu as disparu. Tu n'as jamais appelé, jamais écrit. J'ai essayé de te joindre, mais mes messages restaient sans réponse. Et un jour, j'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un d'autre. Alors j'ai cru que tu regrettais ce qu'il s'était passé entre nous. » Béatrice le fixa abasourdie. « De quoi tu parles, Thomas? »« Je t'ai appelé, des dizaines de fois. Je t'ai envoyé des mails. J'ai tenté de passer par le standard de ton entreprise. Tout revenait ou restait sans réponse. Tu avais bloqué mon numéro. Mes messages me revenaient échec de livraison. » Sa voix se brisa. « Je croyais que tu ne voulais plus de moi. » Le visage de Thomas se décolora. « Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais bloqué ton numéro. Je n'ai jamais reçu tes appels ni tes mails. J'ai attendu Béatrice. J'ai attendu des semaines que tu me contactes. Je l'ai fait, » dit-elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « J'ai essayé parce que j'avais quelque chose d'important à te dire. Quelque chose qui changeait tout. »« Quoi ?» murmura Thomas, la voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu devais me dire ?» Béatrice baissa les yeux vers Amélie, endormie paisiblement dans ses bras. Ses cheveux blonds retombaient sur son visage. Sa poitrine se soulevait régulièrement. Quand elle releva la tête, Thomas regardait lui aussi l'enfant vraiment cette fois, et elle vit la question s'allumer dans ses yeux. « J'étais enceinte » chuchota-t-elle. « Quand j'ai essayé de te joindre, quand j'ai appelé, quand j'ai écrit, j'étais enceinte de toi. » Thomas émit un son étouffé, comme s'il venait de recevoir un coup. Ses mains agrippèrent les accoudoirs du fauteuil, si fort que ses jointures blanchirent. « Enceinte » répéta-t-il d'une voix creuse. « Tu étais enceinte de mon enfant. »« Elle est à toi, Thomas, » dit Béatrice la gorge serrée. « Amélie est ta fille. » S'il avait reçu une gifle, le choc n'aurait pas été plus violent. La bouche de Thomas s'ouvrit, se referma, sans qu'aucun son n'en sorte. Ses yeux passaient du visage de Béatrice à celui d'Amélie, calculant, comprenant. « Elle a 7 ans, » parvint-il enfin à dire. « 7 ans et 3/4, » répondit Béatrice dans un sourire triste. « Elle y tient beaucoup. »« J'ai une fille, » murmura Thomas, la voix brisée. « J'ai une fille de 7 ans et je ne le savais pas. Mon Dieu, Béatrice, mon Dieu. » Il essaya de se lever du fauteuil, vacilla manquant de tomber, puis se rattrapa aux accoudoirs, tout son corps tremblant. « Il faut que tu me croies, » dit-il d'une voix fiévreuse. « Je te jure, sur la vie de ma mère, sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai jamais reçu tes messages.
Si j'avais su pour le bébé, j'aurais tout quitté. Je serais venu. Mon père m'a abandonné quand j'avais 5 ans, Béatrice. Il est parti et n'est jamais revenu. J'ai juré de ne jamais devenir cet homme-là. Jamais. Béatrice voulait le croire. La douleur brute dans sa voix semblait sincère. Mais 8 années à élever Amélie seule, à travailler en double, à s'épuiser, à penser que Thomas avait choisi de les abandonner, avait abattu des murs qu'une conversation ne suffirait pas à abattre. « Je ne sais plus quoi croire », dit-elle d'un ton las. « Mais Thomas, Amélie ne sait pas que tu es son père. Je lui ai dit que son papa avait un travail très important, très loin, et qu'il ne pouvait pas être là. Je ne voulais pas qu'elle se sente rejetée. Alors, s'il te plaît pour l'instant, gardons ça pour nous. C'est encore une petite fille. On doit comprendre tout ça avant de lui dire quoi que ce soit. » Thomas sembla vouloir protester comme si tout son être criait de la reconnaître immédiatement. Mais il regarda le visage endormi d'Amélie et hocha lentement la tête. « D'accord, on fera comme tu veux. Mais Béatrice, je veux faire partie de sa vie. J'ai besoin d'en faire partie. Ne me ferme pas la porte. Je ne le ferai pas, dit-elle doucement. Mais on va y aller lentement pour elle. » Elle lui donna son numéro, le même qu'elle avait depuis 8 ans, et observa son visage pendant qu'il le saisissait dans son téléphone. Puis elle ajusta la position d'Amélie dans ses bras et quitta l'hôpital traversant la nuit parisienne. Thomas resta là immobile, sous les néons de l'entrée, le regard perdu, comme si son monde venait de basculer. Et en vérité, c'était le cas pour tous les deux. Cette nuit-là, après avoir bordé Amélie dans leur petit appartement du 14e arrondissement, après l'histoire du soir sur la princesse et les papillons après avoir allumé la veilleuse, Béatrice resta seule dans sa minuscule cuisine. Et là, enfin, elle craqua. Les sanglots la secouèrent, silencieux mais profonds. Revoir Thomas lui dire la vérité, voir son monde s'effondrer, tout cela avait rouvert les plaies qu'elle croyait refermées. La peur, la solitude, cette détresse d'avoir 22 ans et de se retrouver enceinte abandonnée. La honte d'être allée seule à sa première consultation de grossesse, sans partenaire, sans soutien. L'épuisement d'avoir travaillé jusqu'au dernier jour avant la naissance d'Amélie parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre autrement. Les nuits passées à se demander ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi Thomas l'avait coupée du monde aussi brutalement. Le téléphone vibra sur le plan de travail. Un message d'un numéro inconnu. Enfin, pas vraiment inconnu. « Béatrice, je n'arrive pas à dormir. J'ai fouillé mes anciens mails, mes anciens relevés d'appel. J'ai trouvé quelque chose. Je peux t'appeler. » Béatrice resta immobile, les yeux brouillés de larmes, fixant l'écran. Après un instant, elle tapa. « Il est tard. Demain. » Mais avant qu'elle n'ait pu reposer le téléphone, celui-ci se mit à sonner. Thomas s'affichait sur l'écran. Contre toute raison, elle décrocha. « J'ai dit demain, » commença-t-elle. « Je sais, et je suis désolée, mais tu dois m'écouter. » La voix de Thomas était rauque, brisée, comme s'il avait pleuré lui aussi. « J'ai retrouvé mon ancien compte mail, celui que j'utilisais avant de déléguer à mes assistantes. Béatrice, il y a un dossier caché que je n'avais jamais vu. Il s'appelle « Messages filtrés ». Et tu es dedans. Tous tes mails, tous lus déplacés hors de ma boîte de réception automatiquement. » Béatrice se laissa tomber sur une des chaises dépareillées de sa petite cuisine. « Qu'est-ce que tu veux dire? » »« Je veux dire que quelqu'un a créé un filtre pour intercepter tes messages pour que je ne les voie jamais. Et je crois savoir qui. Qui ferait une chose pareille, Catherine Walsh? Mon ancienne assistante. Elle avait accès à tous mes comptes. Je l'ai renvoyée il y a 2 ans pour détournement de fonds. Mais là, il inspira profondément.
Je suis en train de regarder tes mails, Béatrice. Tu essayais de me dire que tu étais enceinte. Tu as essayé pendant des mois. Et il y a d'autres messages aussi, des mails soi-disant envoyés par moi, d'une fausse adresse te disant d'arrêter de me contacter, que je n'étais pas intéressé. Je ne les ai jamais écrits. Jamais. Tu es en train de dire que ton assistante a intercepté tous mes messages pour qu'on ne se retrouve jamais. Mais pourquoi? Quand je l'ai confrontée à propos du détournement, elle a tenu des propos étranges, qu'elle m'aimait, qu'elle attendait que je la remarque. J'ai cru qu'elle essayait juste de me manipuler pour m'attendrir. Mais si c'était plus que ça, et si elle nous avait vus, toi et moi, ce soir-là à la conférence, et qu'elle avait décidé d'éliminer la rivale, ça paraissait insensé, tout droit sorti d'un mauvais film. Et pourtant, tout s'expliquait. Pourquoi Thomas n'avait jamais répondu? Pourquoi ses mails étaient revenus? Pourquoi elle avait eu l'impression de hurler dans le vide? « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Béatrice. « Dis-moi que tu me crois. Dis-moi que tu sais que je ne t'aurais jamais abandonné délibérément. S'il te plaît, Béatrice, j'ai besoin que tu me crois. » Béatrice pensa au Thomas qu'elle avait rencontré 8 ans plus tôt à ce congrès sur les technologies médicales à Lyon. L'homme brillant, passionné qui parlait de rendre les soins plus accessibles grâce à l'innovation. Celui qui lui avait confié l'histoire de sa mère, travaillant 3 emplois pour l'élever seule. Celui qui avait juré de ne jamais abandonner qui que ce soit parce qu'il savait ce que c'était d'être laissé pour compte. Ce Thomas-là n'aurait pas disparu. Ce Thomas-là aurait été là. « Je te crois, » dit-elle enfin, la voix rauque. Mais Thomas croire ne change rien au passé. Ça n'efface pas 8 années passées seul à me battre à élever notre fille sans toi. Je sais. Mon Dieu, je sais. Et je ne peux pas effacer ça. Je ne peux pas te rendre ces années. Mais je peux être là maintenant. Je peux être le père qu'Amélie mérite et le compagnon que tu aurais dû avoir si tu veux bien me laisser une chance. Ce n'est pas aussi simple. Je sais que ce n'est pas simple. Mais Béatrice, c'est ma fille. Cette petite qui m'a sauvé la vie, qui a appelé les secours sans hésiter, qui a ta gentillesse et visiblement ma ténacité. C'est ma fille. Et j'ai déjà raté 7 ans de sa vie. Je ne veux plus en rater une seule minute. Béatrice ferma les yeux submergée par la fatigue. Il faut qu'on fasse les choses bien. On ne peut pas simplement lui dire demain que tu es son père. Elle n'a que 7 ans, Thomas. Elle ne comprend pas les histoires d'adultes. Il faut qu'elle apprenne à te connaître d'abord. Et que tu apprennes à la connaître. Ensuite, quand le moment sera venu, on lui dira ensemble. Combien de temps, je ne sais pas. Quelques semaines, 1 mois. Le temps qu'il faudra pour qu'elle se sente à l'aise avec toi. D'accord, dit Thomas, même si elle percevait la tension dans sa voix. On fera comme tu veux. Mais, Béatrice, je vais me battre pour ça. Pour elle. Pour nous. Je ne renoncerai pas. Quand elle raccrocha, Béatrice resta longtemps assise dans sa cuisine, le regard vide. La vie qu'elle s'était construite, ce fragile équilibre entre elle et Amélie, un duo inséparable, était sur le point de changer à jamais. Thomas Brennan était de retour. Et cette fois, il n'avait pas l'intention de repartir. La vraie question était en avait-elle envie, elle? Le lendemain matin, Thomas fut autorisé à sortir de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avec des instructions strictes, repos, absolu, réduction du stress et suivi thérapeutique pour l'anxiété. Il ignora presque tout cela et se rendit directement au cabinet de son avocat Boulevard Haussmann. « J'ai besoin d'un test de paternité », déclara-t-il à maître Marc Lenoir, avocat renommé, spécialisé en droit de la famille et collaborateur de longue date de Brennan Technologies France. Et je veux qu'il soit juridiquement incontestable, homologué et recevable devant le tribunal. Lenoir, un homme aux cheveux d'argent dans la soixantaine, leva un sourcil.
Thomas, je dois te prévenir, ça peut être complexe. Si la mère refuse, elle accepte, répondit Thomas. Nous avons décidé de faire les choses correctement. Mais je veux que ce soit officiel, encadré par la loi. Très bien dit Lenoir en ouvrant un dossier. Nous allons organiser un test ADN dans un laboratoire agréé. Vu les circonstances et la coopération de la mère, nous aurons les résultats sous 72 heures, annonça Maître Lenoir en griffonnant quelques notes sur son bloc. Maintenant, parlons de ce qui se passera une fois la paternité confirmée. Garde, pension alimentaire, droit de visite. Je ne veux pas me battre pour la garde, l'interrompit Thomas. Béatrice a élevé notre fille seule pendant 7 ans. Elle a tout fait bien. Je ne vais pas débarquer et lui arracher Amélie. C'est tout à ton honneur, Thomas, mais tu dois protéger tes droits parentaux. Il faut établir une garde légale, même conjointe. Alors, on fera une garde partagée. Je veux aussi verser une pension rétroactive, créer un fonds en son nom pour son avenir. Mais, Marcus, tu dois comprendre une chose, ce n'est pas une question d'argent ni de droit, c'est une question d'amour. C'est une petite fille qui mérite d'avoir ses 2 parents dans sa vie. Je ne transformerai pas ça en guerre. Le test ADN fut programmé pour le lendemain après-midi. Thomas retrouva Béatrice et Amélie dans un laboratoire d'analyse du 7e arrondissement, un cabinet médical impersonnel au rez-de-chaussée d'un immeuble moderne. Amélie entra en sautillant, vêtue d'une salopette en jean et de baskets lumineuses, ses couettes légèrement de travers. « Monsieur Thomas » s'écria-t-elle en courant pour le serrer dans ses bras. Thomas sentit son cœur se fendre doucement. « Maman a dit qu'on venait t'aider pour un test spécial. Tu es encore malade? »« Non, ma chérie. Je vais beaucoup mieux. » Il s'agenouilla à sa hauteur, plongeant dans ses yeux clairs, les yeux de sa propre mère, ceux de sa grand-mère, des yeux Brennan à travers les générations. Ce test, c'est juste pour vérifier que tout va bien. Et ça ne fait pas mal du tout. La procédure fut simple, un prélèvement buccal pour chacun. Les échantillons furent scellés, étiquetés, puis envoyés au laboratoire central. Amélie, fascinée, posa 1000 questions sur l'ADN, la science, et comment on pouvait savoir des choses avec juste un peu de salive. Après, Thomas proposa une glace. Ils marchèrent jusqu'à une petite boutique artisanale du quartier Table, dépareillée parfum fait maison. Amélie choisit fraise avec des vermicelles colorées. Thomas prit vanille. Béatrice hésita, puis opta pour chocolat. Ils s'assirent dehors sous le soleil de l'après-midi. Amélie parlait sans s'arrêter sa pièce de théâtre sur le système solaire, son rôle de Mars parce qu'elle avait une robe rouge, ses progrès en lecture, mais ses difficultés en calcul mental. Thomas l'écoutait captivé, posant des questions sincères. Il apprit qu'elle adorait les papillons, mais avait peur des abeilles, qu'elle voulait devenir vétérinaire, que sa meilleure amie Sophie avait 2 lapins nains. Et il remarqua des détails, les baskets trop petites, les orteils comprimés, le sac de Béatrice rafistolé avec des épingles de sûreté, les portions modestes qu'elle commandait à l'économie dans chaque geste. Il sentit une envie viscérale de tout réparer, d'acheter, d'offrir, de les emmener loin de tout ça dans son grand appartement du 16e. Mais il vit la fierté dans la posture droite de Béatrice, le léger raidissement lorsqu'il proposa de payer les glaces. Il comprit qu'il devait avancer prudemment. Durant les 3 jours d'attente, Thomas se montra présent. Il assista à la pièce d'Amélie, assis au fond de la salle polyvalente de son école primaire, observant sa fille vêtue de rouge, prononçant ses 2 répliques à la perfection rayonnante. Il lui offrit un bouquet de marguerites, ses fleurs préférées, Béatrice le lui avait dit. Puis il les invita à rendre visite à sa mère, encore en rééducation, à la clinique de réadaptation. La rencontre fut émouvante sous tension invisible, qu'Amélie trop jeune ne percevait pas. Dorothée prit la main d'Amélie et lui raconta des anecdotes sur Thomas. Enfant son sérieux, sa détermination. « Ton papa serait si fier de toi,
dit-elle doucement, sans regarder son fils. Le visage d'Amélie s'illumina. Tu crois qu'il sait que j'existe? Je pense que quiconque te connaît ne peut qu'être fier de toi, ma chérie. Tu es une petite fille très spéciale. Le 3e jour. Maître Lenoir appela Thomas. Nous avons les résultats. Probabilité de paternité, 99,99%. Tu es le père. Thomas resta immobile dans sa voiture garée devant le siège de Brennan Technologies France, fixant le document légal affiché sur son téléphone. 99,99%. Sa fille. Officiellement, légalement, incontestablement sa fille. Il appela Béatrice aussitôt. Les résultats sont tombés. Je suis son père. Officiellement. Un silence. Puis la voix douce de Béatrice. Je sais. J'ai reçu l'appel aussi. On peut se voir tous les 3. Je pense qu'il est temps de lui dire la vérité. Une courte pause. Viens à l'appartement ce soir, après le dîner. On lui dira ensemble. Thomas arriva à 19h, un grand carton dans les bras, un kit d'élevage de papillons qu'il avait commandé en ligne. Complexe à plusieurs étages avec des parois transparentes pour observer la métamorphose. Quand Amélie ouvrit la porte, son cri de joie résonna dans la cage d'escalier. « C'est pour moi, vraiment pour de vrai, confirma Thomas en entrant dans le petit appartement. L'endroit était modeste, mais soignait chaque meuble, entretenu avec soin. Chaque détail respirant la dignité de ceux qui font beaucoup avec peu. Ils laissèrent Amélie explorer son cadeau, pendant que Béatrice préparait du thé dans la minuscule cuisine. Thomas, debout dans le salon, se sentait comme suspendu au bord d'un précipice. Tout dépendait de leur avenir. Tout. Enfin, Béatrice appela. « Ma chérie monsieur Thomas, et moi devons te parler de quelque chose d'important. Viens t'asseoir avec nous. » Le visage d'Amélie se fit grave, cette gravité instinctive des enfants qui sentent le poids du sérieux adulte. Elle grimpa sur le vieux canapé entre eux deux, les yeux allant de l'un à l'autre. « Je suis puni. »« Non, ma chérie, » répondit Thomas aussitôt en prenant sa petite main. « Tu ne pourrais jamais être punie pour être aussi merveilleuse. Mais ta maman et moi devons te dire quelque chose, et c'est une grande nouvelle. » Béatrice prit l'autre main d'Amélie. « Tu te souviens, mon cœur, quand tu me demandais où était ton papa? Pourquoi il n'était pas là? » Amélie hocha lentement la tête. « Tu m'as dit qu'il faisait un travail important, très loin. Je t'ai dit ça pour te protéger, ma chérie. Mais la vérité est un peu différente. » La voix de Béatrice se brisa légèrement. « La vérité, ma chérie. » Dis doucement, Béatrice, c'est que ton papa ne savait pas que tu existais. Il y a eu un énorme malentendu et il n'a jamais su. Mais maintenant il sait. Et Amélie, mon cœur, ton papa est là. » Amélie fronça les sourcils. Là où Thomas posa délicatement une main sur sa joue et tourna son visage vers lui. « Ici, Amélie. C'est moi, je suis ton papa. » Un long silence s'installa. La fillette le fixa, ses grands yeux bleus brillants d'incompréhension. Thomas vit défiler sur son visage une tempête d'émotions. La confusion, le doute, la peur, l'émerveillement. Et enfin, une lueur d'espoir. « Tu es mon papa. » Sa voix était minuscule, tremblante. « Vraiment, vraiment mon trésor. Et pour de bon. » Thomas sentit sa gorge se serrer. « Je sais que je n'ai pas été là, et je suis tellement désolé. Mais je ne savais pas que tu étais là, que tu existais. Si j'avais su, j'aurais été présent chaque jour. J'aurais été là à ta naissance, à tes premiers pas, à chaque anniversaire, à chaque fête d'école. J'aurais été là toujours. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Amélie. « J'ai toujours voulu un papa. J'ai fait ce vœu à chaque anniversaire, à chaque étoile filante, à chaque fois que je soufflais sur un pissenlit. » Thomas pleurait aussi. Il la serra contre lui, sa fille, et ce fut à la fois la première fois et le retour à la maison
après un très long exil. « Eh bien, ton vœu s'est réalisé, murmura-t-il. Je suis là maintenant, et je ne partirai plus. Je serai là pour chaque anniversaire, chaque pièce de théâtre, chaque moment que tu voudras partager avec moi. Je te le promets. » Amélie s'accrocha à lui, le petit corps secoué de sanglots. « Tu m'aimes, même si tu viens juste de me rencontrer. Je t'aime depuis l'instant où j'ai appris que tu existais, » répondit Thomas d'une voix rauque mais ferme. « Et plus je te découvre, plus je t'aime encore. Tu es courageuse, gentille et brillante. Je suis tellement fier d'être ton papa. » Par-dessus la tête d'Amélie, les yeux de Thomas croisèrent ceux de Béatrice. Elle pleurait elle aussi. Dans son regard, il vit un mélange complexe de joie et de douleur, la joie de voir leur fille enfin comblée, et la douleur de toutes ces années perdues. Mais derrière cette tristesse, il crut percevoir une étincelle fragile d'espoir. L'espoir qu'on puisse bâtir quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été volé. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'adaptation et de découvertes. Thomas réorganisa toute sa vie autour de son rôle de père. Il nomma son directeur général co-directeur de Brennan Technologies. France délégua la moitié de ses responsabilités et réduisit drastiquement ses heures de travail. Ses associés furent stupéfaits, mais le soutinrent surtout lorsqu'il leur expliqua qu'il avait failli mourir d'épuisement et qu'il avait enfin compris que la famille comptait plus que les bénéfices trimestriels. 3 jours par semaine, il allait chercher Amélie à l'école. Ils prenaient un chocolat chaud dans un petit café, faisaient les devoirs ensemble. Il découvrit qu'elle avait du mal avec les tables de multiplication, mais qu'elle excellait en lecture. Il apprit qu'elle adorait les blagues toc-toc, même les plus mauvaises, et qu'elle faisait des cauchemars de monstres dans son armoire monstre qu'on ne pouvait chasser qu'en vérifiant à la lampe de poche, et en laissant la porte entr'ouverte de 4 centimètres exactement. Il l'emmena au Muséum national d'histoire naturelle, où elle colla son nez contre la vitre du grand aquarium, fascinée par les requins-baleines. Ils allèrent au parc Montsouris, et il lui apprit à faire du vélo, sans petite roue, courant à côté d'elle, la main sur la selle, jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre, et file en riant, ses couettes flottant derrière elle. Quand elle tomba et s'écorcha le genou, il fut celui qui la releva, nettoya doucement la plaie et posa un pansement papillon. Amélie le serra fort et murmura « Tu es un bon papa ». Thomas détourna le visage pour qu'elle ne voie pas ses larmes. Dorothée, quant à elle, se remit presque complètement. Elle n'eut plus besoin que d'une canne pour marcher et de quelques séances de kinésithérapie. Quand elle sortit du centre de rééducation, Thomas et Amélie vinrent la voir chaque dimanche. Grand-mère et petite-fille devinrent inséparables. Dorothée lui apprit les jeux de cartes, lui raconta des histoires d'autrefois. Amélie, en retour, lui montrait les danses à la mode et les chansons qu'elle aimait. « Tu sais, dit un jour Dorothée à Thomas, pendant qu'Amélie préparait de la citronnade, « J'ai toujours eu peur que tu finisses seule. Trop concentrée sur ton travail, trop marquée par ton père pour oser t'attacher. Mais cette petite t'a sauvée. Elle t'a ramené à la vie. » « C'est vrai, admit Thomas. Elles m'ont ramené à la vie toutes les deux. » Pourtant, si sa relation avec Amélie s'épanouissait, celle avec Béatrice restait compliquée. Ils étaient respectueux, unis dans leur rôle de parents, mais une barrière demeurait faite d'années de blessures et de méfiance. Thomas ne pouvait s'empêcher de remarquer tout chez elle. La façon dont elle attachait ses cheveux quand elle était stressée. La manière dont elle s'assurait que tout le monde allait bien avant de penser à elle-même. Le sourire qui éclairait son visage quand Amélie riait. Et parfois ce même regard bleu d'autrefois, dans lequel il voyait encore à la fois l'amour et la douleur. Quand il apprit que sa voiture était en panne et qu'elle prenait 2 bus pour se rendre à l'hôpital, il fit venir une Honda d'occasion qu'il prétendit inutilisée dans son garage. Elle prend la poussière Béatrice. Tu me rendrais service en la prenant.
Elle le regarda les larmes aux yeux. « Thomas, je ne peux pas continuer à accepter ta charité. Ce n'est pas de la charité. Tu es la mère de ma fille. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Elle finit par accepter à contre-cœur. Mais Thomas vit bien que cela lui coûtait sa fierté, sa dignité, son indépendance. Et il haïssait cette idée. Haïssait que les circonstances aient transformé l'aide en humiliation au lieu de ce qu'elle était réellement, deux parents unis pour offrir à leur fille une vie meilleure. 2 mois après la révélation, Thomas retourna voir Maître Lenoir. « Je veux les déménager. Le quartier où elles vivent n'est pas sûr. Il y a eu un cambriolage la semaine dernière dans leur immeuble. Thomas, tu ne peux pas les reloger sans l'accord de Béatrice. Ce serait perçu comme un abus de pouvoir. Alors j'obtiendrai son accord. » Marcus, hier Amélie est rentrée de l'école avec un bleu au bras. Tu sais comment elle l'a eu? Il serra les poings. Un adolescent lui a arraché son sac dans la rue. Elle a tiré si fort qu'elle est tombée. Elle a 7 ans, Marcus. 7 ans. Et on essaie déjà de la voler dans son propre quartier. « Et donc, que proposes-tu exactement ?» demanda Maître Lenoir en soupirant. « J'ai acheté un immeuble dans le 15e arrondissement, près du parc André Citroën. 3 pièces, bons établissements scolaires, quartier calme et sécurisé. Je veux proposer à Béatrice un appartement à loyer modéré, au prix du marché, rien de suspect, mais ce serait un vrai pas en avant pour elle. Et si elle refuse, j'insisterai jusqu'à ce qu'elle accepte. C'est ma fille Marcus. Je ne la laisserai pas vivre dans un endroit dangereux. » La conversation avec Béatrice se passa mieux que Thomas ne l'avait craint, mais moins bien qu'il ne l'avait espéré. Ils s'étaient retrouvés dans un petit café du quartier de Montparnasse pendant qu'Amélie était à l'école. Thomas avait posé son dossier sur la table, les mains jointes. « Je ne cherche pas à te contrôler, » dit-il d'entrée, avant qu'elle ne se braque. « Je ne veux pas jeter l'argent pour tout réparer. » Mais Béatrice, Amélie s'est fait agresser la semaine dernière. Un adolescent a essayé de lui arracher son cartable. Elle a 7 ans. Le visage de Béatrice se décomposa. Elle m'a dit qu'elle était tombée. Elle t'a menti pour ne pas te faire peur. Mais moi, j'ai peur. Pour elle, pour toi. Et j'ai trouvé une solution, une vraie solution, pas une aumône. Il inspira profondément. J'ai acheté un immeuble, officiellement comme investissement locatif. Il y a un 3 pièces disponible. Je ne te l'offre pas gratuitement. Tu signerais un bail standard, tu paierais le loyer du marché. Rien de plus. Mais c'est un bon quartier, avec une école réputée. Et Amélie aurait enfin sa propre chambre. Béatrice resta silencieuse un long moment, fixant sa tasse de café. « Pourquoi as-tu vraiment acheté un immeuble, Thomas? » « Parce que je savais que tu refuserais un cadeau, mais que tu pourrais accepter un contrat équitable. Et parce que je voulais que toi et Amélie soyez en sécurité. Tu as acheté tout un immeuble juste pour pouvoir nous proposer un appartement sans que ça ressemble à de la charité. » Oui, Béatrice éclata d'un rire nerveux, entre tendresse et incrédulité. C'est à la fois la chose la plus folle et la plus adorable qu'on ait jamais faite pour moi. Alors c'est un oui, c'est un je vais y réfléchir. Et Thomas, merci, merci d'essayer. Même si ta méthode est, comment dire, légèrement déraisonnable. 1 semaine plus tard, elle accepta. Le jour du déménagement fut un chaos organisé. Thomas avait engagé des déménageurs, mais Béatrice avait insisté pour emballer leurs affaires elle-même. Pas question que des inconnus touchent à nos affaires. Thomas et Amélie aidèrent transformant la corvée en jeu. Ils chantaient, riaient, faisaient la course pour savoir qui remplirait un carton le plus vite. Le nouvel appartement était lumineux, spacieux, avec du parquet et de grandes fenêtres, laissant entrer la lumière de l'après-midi. La chambre d'Amélie était 2 fois plus grande que l'ancienne pièce qu'elle partageait avec sa mère. Elle passa des heures à ranger ses peluches et ses livres, le visage rayonnant. « Maman, j'adore cet endroit.
dit-elle ce soir-là, debout au milieu de sa chambre. On dirait une vraie maison. Béatrice la serra dans ses bras. Notre ancien appartement aussi, c'était une vraie maison, mon cœur. Une maison, c'est là où on est ensemble. Je sais, mais ici, il y a aussi de la place pour papa. Et voilà. La vérité, dite avec l'innocence désarmante des enfants. Cet endroit, cette nouvelle vie, avait de la place pour Thomas. Une place qu'il n'avait jamais eue auparavant. La seule question était Béatrice, était-elle prête à le laisser y entrer? La réponse vint peu à peu dans les petits gestes, les instants partagés. Des pierres posées une à une, non pas pour ériger un mur, mais pour construire un pont. Il y eut la soirée pizza, où Thomas resta dîner pour aider Amélie à finir son projet de science sur les papillons. Tous trois autour de la table, découpant, collant, riant. Béatrice leva les yeux, croisa le regard de Thomas et y vit une tendresse si pure qu'elle en eut le souffle coupé. Il y eut le matin où sa voiture refusa de démarrer. Avant qu'elle n'ait fini d'appeler un garagiste, Thomas était déjà la boîte à outils en main, réparant lui-même la panne. Il aurait pu payer n'importe qui, mais il voulait aider lui-même. Il y eut l'après-midi où Amélie tomba des barres de jeu à l'école et se cassa le poignet. Thomas et Béatrice se précipitèrent aux urgences, chacun tenant une de ses mains unies, silencieux, solide. Et il y eut le soir de ses 8 ans, quand ils organisèrent ensemble une fête à thème papillon dans la salle commune de l'immeuble. Maquillage gâteau et lâcher de vrais papillons à la fin. Amélie les regarda émerveillée. « C'est le plus bel anniversaire de ma vie, parce que vous êtes là tous les deux. » Peu à peu, le mur entre Thomas et Béatrice commença à s'effriter. Ils se mirent à dîner ensemble, les soirs où Thomas ramenait Amélie. Les trois, autour de la table, comme une vraie famille. Ils parlaient de leurs journées, de leurs doutes, de leurs espoirs. Thomas lui confia la pression de diriger une entreprise, la peur de se tromper, la fatigue d'être responsable de tant de vie professionnelle. Béatrice parla de ses patients, des petites victoires et des pertes cruelles du service pédiatrique. Et parfois, il parlait du passé, de cette nuit 8 ans plus tôt, où tout avait commencé et tout s'était effondré. De l'attirance immédiate de la promesse fragile d'un futur qui n'avait pas eu le temps d'exister. Un soir après qu'Amélie se fut endormie, ils restèrent sur le petit balcon, face au toit de Paris illuminé. Thomas parla le premier. « Je pensais à toi, tu sais, tout le temps. Chaque fois que je croisais une femme blonde dans la rue, mon cœur s'emballait. Je me souvenais de ton rire, de ta façon de voir clair à travers toutes mes défenses. Tu me rendais meilleur. » Béatrice sourit faiblement. « Moi aussi, j'ai pensé à toi, » murmura-t-elle. « Même après avoir abandonné l'idée de te recontacter, » murmura Béatrice, « même après m'être convaincue que tu n'étais qu'un autre lâche, fuyant ses responsabilités, je pensais encore à cette nuit. À ce qui aurait pu être. » « Ce qui aurait pu être, » répéta Thomas doucement. « Ou ce qui pourrait encore être. » Béatrice se tourna complètement vers lui. « Thomas, nous avons une fille ensemble. Nous devons garder une bonne entente pour elle. Au-delà de ça, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mon Dieu, je le sais. Mais, Béatrice, je n'ai jamais cessé de tenir à toi. Ces derniers mois, te redécouvrir, voir la mère incroyable que tu es, ta force, ta bienveillance, ta grâce, même après tout ce que tu as dû affronter, je retombe amoureux de toi. » Le souffle de Béatrice se coupa. « Tu ne peux pas dire des choses pareilles. Pourquoi pas, c'est la vérité. Parce que j'ai peur, » avoua-t-elle la voix brisée. « J'ai peur que tout ça ne soit que pour Amélie. Que ce soit de la culpabilité ou un devoir. J'ai peur que tu réalises que je ne suis pas spéciale, que je ne suis qu'une mère célibataire qui survit depuis 8 ans. J'ai peur de te faire confiance et de souffrir encore. » Thomas tendit lentement la main,
lui laissant le temps de se reculer, puis prit la sienne avec douceur. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu as élevé notre fille seule, travaillé jusqu'à l'épuisement, sans jamais rien demander, même quand tu aurais eu besoin d'aide. Et malgré tout, tu as su lui apprendre la bonté, l'empathie. Tu lui as transmis un cœur assez grand pour sauver ma vie à plus d'un titre. » Il ajouta rapidement, « Je ne te demande rien. Pas ta confiance immédiate, pas ton pardon, pas une seconde chance. Je veux juste te dire la vérité, tu comptes pour moi. Tu as toujours compté. Et si tu me laisses une ouverture, même petite, j'aimerais voir où cela peut nous mener. » Avant que Béatrice ne réponde, une petite voix se fit entendre depuis la porte-fenêtre. « Vous allez vous embrasser? » Ils se retournèrent d'un même mouvement. Amélie se tenait là, en pyjama papillon, les cheveux ébouriffés, l'air mi-curieux, mi-plein d'espoir. « Amélie, qu'est-ce que tu fais debout? » demanda Béatrice, les joues en feu. « Je devais aller aux toilettes et je vous ai entendu parler. » Elle s'avança sur le balcon et grimpa sur les genoux de Thomas, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les parents de Sophie s'embrassent tout le temps. Je pense que vous devriez faire pareil. Thomas éclata d'un vrai rire franc et heureux, serrant sa fille contre lui. Ah oui, c'est ce que tu penses? Oui, parce que si vous vous embrassez, peut-être que vous tomberez amoureux et alors vous vous marierez et on pourra vivre ensemble comme une vraie famille. Mais on est déjà une vraie famille, mon cœur, répondit Béatrice doucement. Même si papa et maman ne sont pas mariés. Oui, mais ce serait mieux si vous l'étiez, répliqua Amélie avec le sérieux désarmant des enfants. Comme ça, papa ne partirait plus le soir. On prendrait le petit déjeuner tous ensemble. Et vous seriez là tous les deux pour me border. Thomas regarda Béatrice par-dessus la tête de leur fille, un regard mêlé d'espoir et d'incertitude. Béatrice sentit ses défenses trembler, prêtes à s'effondrer. « Et si on faisait comme ça ?» proposa-t-elle, se levant pour tendre la main à Amélie. « On laisse papa et maman régler les histoires de grands, et toi, tu retournes te coucher. Et on te promet, quoi qu'il arrive, qu'on sera toujours là pour toi. » « Tous les deux, » ajouta Thomas. « Tous les deux, » répéta Béatrice. Après avoir recouché Amélie, Thomas prit sa veste pour partir. Mais, arrivé à la porte, il se retourna. « Elle n'a pas tort, tu sais, sur ce qu'elle veut, sur nous. Thomas, je ne suis pas prête à parler de mariage. Je sais, ce n'est pas une demande. Pas encore. Mais Béatrice, je veux ça. Pas seulement être un bon père, pas seulement bien m'entendre avec toi pour Amélie. Je veux les matins ensemble, les soirées tranquilles, les repas partagés. Je veux construire une vie avec toi, avec vous. » Le cœur de Béatrice battait à tout rompre. « J'ai encore peur. »« Alors, aie peur, » répondit-il doucement. « Je serai patient. Je regagnerai ta confiance peu à peu, et aussi longtemps qu'il faudra. Mais, s'il te plaît, considère juste que peut-être nous avons quelque chose de réel ici, quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. » Il s'approcha, déposa un baiser léger sur son front chaste sincère, puis s'en alla avant qu'elle ne puisse répondre. Béatrice resta longtemps immobile, dans l'embrasure de la porte, les doigts effleurant l'endroit où ses lèvres l'avaient touché. Elle s'était juré de ne plus jamais le laisser franchir les murs de son cœur. Mais le visage d'Amélie, plein d'espoir, les paroles de Thomas, leur complicité renaissante, tout fissurait peu à peu sa carapace. Et peut-être que ce n'était pas une si mauvaise chose. Le déclic arriva un mardi soir d'octobre. Thomas avait récupéré Amélie à l'école et l'avait emmenée dîner chez sa mère, laissant à Béatrice une soirée libre, un luxe rare. Elle en profita pour faire une lessive, préparer des repas d'avance, et venait tout juste de sortir une lasagne du four, quand son téléphone vibra. Le nom de Dorothée s'afficha à l'écran. « Dorothée, tout va bien? Tout va très bien, ma chère, » répondit la voix chaleureuse mais résolue. «
Je me demandais si tu accepterais de nous rejoindre pour dîner. J'ai fait à manger pour un régiment. Et ce serait dommage que tu manges seul alors qu'on est tous ici. Béatrice hésita. Dîner chez Dorothée avec Thomas et Amélie ressemblait à un pas de plus, peut-être un pas trop intime. Je ne veux pas m'imposer dans votre moment familial. Tu es la mère d'Amélie, coupa Dorothée avec douceur mais fermeté. Et ça fait de toi de la famille. Viens, je te promets que je ne mords pas. Et c'est ainsi que Béatrice se retrouva à conduire jusqu'à la maison de Dorothée, une belle demeure à Auteuil, avec sa véranda couverte de lierre et son jardin plein de roses. Thomas ouvrit la porte d'abord, surpris, puis radieux. « Tu es venu !»« Ta mère est très persuasive, » sourit-elle. À l'intérieur, la chaleur était presque tangible, le parfum de la cuisine maison, les rires d'Amélie. Dorothée avait effectivement préparé un festin bœuf braisé aux légumes purs et pain chaud, et un gâteau au chocolat pour le dessert. Ils s'assirent autour de la table. Et pour la première fois, Béatrice sentit que ce dîner n'était pas celui d'un arrangement entre deux parents, mais celui d'une famille qui reprenait vie. Amélie bavardait sans s'arrêter, racontant sa journée à l'école. Dorothée, radieuse, racontait des anecdotes embarrassantes sur Tom et les enfants. Thomas ripostait en taquinant sa mère. Et Béatrice riait, vraiment riait. Pour la première fois depuis des années, elle sentit un nœud invisible se défaire dans sa poitrine. Après le dîner, tandis que Thomas et Dorothée faisaient la vaisselle, malgré les protestations de Béatrice Amélie, l'entraîna au salon pour lui montrer les albums photos de sa grand-mère. Elles s'installèrent sur le canapé, tournant les pages pleines de souvenirs. La vie de Thomas se déroulait sous les yeux de Béatrice. Thomas bébé joufflu. Thomas le jour de sa rentrée des classes, l'air grave, une mèche rebelle sur le front. Thomas diplômé d'université, Dorothée rayonnante à ses côtés. Thomas coupant le ruban lors de l'inauguration de Brennan Tech France, si jeune, si ambitieux et un peu effrayé. Il était un enfant tellement sérieux, dit Dorothée en entrant dans le salon, toujours à vouloir être l'homme de la maison après le départ de son père. Il a oublié comment être un enfant. Mais Amélie lui apprend, répondit doucement Béatrice, en regardant la fillette feuilleter l'album fascinée. Oui. Et toi aussi, tu lui apprends, Béatrice. Dorothée posa sa main sur celle de Béatrice. Tu lui apprends qu'il a le droit d'être vulnérable, de demander de l'aide, de laisser les gens entrer. Je sais que mon fils t'a fait souffrir, même si ce n'était pas volontaire. Tu as toutes les raisons de te protéger. Mais je l'ai observé ces derniers mois, et j'ai vu l'homme qu'il est devenu. L'homme que j'espérais qu'il devienne un jour. Et je crois qu'une grande partie de ce changement, c'est grâce à toi. Je n'ai rien fait. Tu lui as donné une fille qui l'aime sans condition. Tu lui as donné une raison de revoir ses priorités, de comprendre qu'il y a plus dans la vie que le travail et la réussite. Et sans le vouloir, tu lui as redonné l'espoir d'avoir une vraie famille. Ce n'est pas rien, ma chère. Avant que Béatrice ne trouve quoi répondre, Thomas entra dans la pièce. Amélie, il se fait tard. Il faut rentrer pour le bain et le dodo. Papa peut venir aussi, demanda aussitôt Amélie. Tu peux faire le bain et lire une histoire. Thomas leva les yeux vers Béatrice, attendant silencieusement sa réponse. Le bain, le pyjama, l'histoire du soir, c'était plus que de la coparentalité. C'était une intimité familiale. D'accord, dit Béatrice après une seconde d'hésitation. Pourquoi pas, Thomas les accompagna donc chez elle. Pendant que Béatrice surveillait le bain, il sortit le pyjama, rangea la chambre, prépara le livre d'histoire. Puis il lut à voix haute l'histoire du papillon qui voulait voir le monde, prenant toutes les voix faisant rire Amélie jusqu'à ce qu'elle bâille. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle déjà à moitié endormie. « Moi aussi, mon cœur, très fort. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma fille. »
Ils quittèrent la chambre ensemble, refermant la porte de 4 centimètres, comme Amélie le voulait toujours. Dans le couloir, ils restèrent face à face, silencieux. Tous deux savaient qu'ils venaient de franchir un cap, ils avaient fait le coucher ensemble comme une vraie famille. « Merci, » dit Thomas doucement. « Merci de m'avoir laissé faire partie de ça. Tu es son père. C'est normal. Oui, mais je sais combien il t'est difficile de me laisser entrer, de partager ton espace avec moi. Ça devient un peu plus facile, admit-elle. » Elle prit une inspiration. « Thomas, tu veux rester boire un verre de vin? J'ai une bouteille que je gardais pour une occasion spéciale, et je crois que ce soir, c'en est une. » Le visage de Thomas s'éclaira. « Avec plaisir. » Ils s'installèrent sur le balcon, leur endroit préféré. 2 verres de vin rouge entre eux, les lumières de Paris scintillant au loin. L'air d'octobre était frais, mais agréable. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, » commença Béatrice. « À propos de nous, de cette idée de vraie famille. » Thomas posa son verre, l'écoutant, avec une attention absolue. « Et j'ai peur, je te l'ai déjà dit. Mais je suis aussi fatigué d'avoir peur, Thomas. Ces derniers mois, te voir avec Amélie, voir combien tu l'aimes, combien tu t'impliques, ça a changé ma façon de te voir. » Elle chercha ses mots. « Tu n'es plus l'homme qui m'a laissé sans nouvelles. Tu es celui qui a acheté tout un immeuble pour que sa fille vive en sécurité. Celui qui a réduit ses heures de travail pour aller aux réunions parents-prof. Celui qui a appris à tresser des cheveux parce qu'Amélie le lui a demandé. » Thomas rit doucement. « Je ne les réussis pas toujours, les tresses. Elles sont parfaites parce que tu essaies. » Elle lui prit la main. « Et moi, je crois que je suis prête à essayer aussi. À t'ouvrir la porte, à voir où tout ça peut nous mener. » Thomas serra doucement ses doigts. « Tu le penses vraiment? » « J'ai peur, mais oui, je le pense. » Il se leva les dents à faire de même. « Alors j'ai une question. » Il plongea son regard dans le sien. « Béatrice Colonel, voudrais-tu sortir avec moi? » Un vrai rendez-vous. Juste nous deux. Pas d'Amélie, pas de prétexte de coparents. Juste 2 personnes qui ont partagé une nuit magique autrefois et qui veulent voir si la magie existe encore. Les yeux de Béatrice s'embuèrent. « Oui, oui, j'aimerais beaucoup ça. » Thomas sourit, un sourire si éclatant qu'il aurait pu illuminer tout Paris. Puis lentement, prudemment, il s'approcha et l'embrassa. Le baiser fut d'abord timide, hésitant. 8 ans d'attente, de douleur d'espérance, concentrés dans ce contact simple. Puis Béatrice leva les mains, encadra son visage et l'attira contre elle. Le baiser s'approfondit. C'était comme rentrer à la maison tout en découvrant un monde nouveau. C'était apaisant, bouleversant, effrayant et parfait. Quand ils se séparèrent, enfin haletants, Thomas posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis le moment où je t'ai vu dans l'ambulance. Et moi, j'ai voulu que tu le fasses. » Depuis environ 5 minutes après, ça avoua Béatrice avec un petit rire tremblant. Mais j'étais trop fier, trop effrayé. Et maintenant, je le suis encore un peu. Mais je suis aussi pleine d'espoir. Et je crois que c'est déjà un bon début, dit Béatrice avec un sourire tremblant. Leur premier vrai rendez-vous eut lieu le week-end suivant. Dorothée avait proposé de garder Amélie, leur adressant un regard malicieux au moment où ils déposèrent la fillette chez elle. Tom emmena Béatrice dans un petit restaurant français du 6e arrondissement discret et intime, éclairé par la lueur des bougies avec un fond de jazz feutré. Ils parlèrent pendant des heures, vraiment parlèrent, comblant 8 années de silence, de malentendus, de blessures. Béatrice lui raconta la grossesse, la peur, l'épuisement, la détermination. Le moment où elle avait tenu Amélie pour la première fois, consciente qu'elle ferait n'importe quoi pour lui offrir une vie meilleure. Elle parla des nuits sans sommeil, des inquiétudes constantes,
mais aussi de la joie farouche de voir sa fille grandir. Thomas lui parla de son entreprise, des journées interminables, de la pression de cette sensation de vide qu'aucune réussite ne comblait, des crises d'angoisse qu'il cachait à tous, du psy qu'il avait enfin accepté de consulter après son effondrement. Et d'Amélie, comment sa fille avait tout changé. Comment elle lui avait rappelé qu'il était humain, pas seulement un PDG. J'étais complètement perdu, avoua Thomas. Je pensais que le succès remplirait le vide laissé par le départ de mon père. Mais ça m'a seulement rendu plus seul, jusqu'à Amélie, jusqu'à toi. Après le dîner, ils se promenèrent dans le jardin du Luxembourg, suivant les allées bordées d'arbres, où Amélie avait des mois plus tôt sauvé Thomas. Ils se tenaient la main. Un geste simple, mais chargé d'une tendresse familière, comme s'ils reprenaient un fil interrompu depuis 8 ans. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Béatrice en marchant. « Bien sûr, cette nuit-là, il y a 8 ans, tu as vraiment ressenti ce que j'ai ressenti? Ou est-ce que j'en ai gardé un souvenir idéalisé? » Thomas s'arrêta et se tourna vers elle. « J'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre, dit-il. Tout ce que je poursuivais, la réussite. La reconnaissance a cessé d'avoir de l'importance le temps d'un dîner. La femme assise en face de moi m'a semblé être la seule chose réelle au monde. J'avais envie de tout savoir sur elle, et en même temps, j'avais l'impression de la connaître déjà, comme si on s'était cherché depuis toujours et qu'on venait enfin de se trouver. C'est exactement ce que j'ai ressenti, murmura Béatrice. Et je le ressens à nouveau maintenant, encore plus fort. Parce que cette fois, je te connais. Je connais ta force, ta douceur, ta façon de toujours mettre Amélie en premier. Je sais comment tu prends ton café, comment tu plisses le nez quand tu réfléchis, comment tu fredonnes quand tu cuisines. Et j'aime tout ça. Béatrice se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Là, dans le même parc où leur fille avait changé le cours de leur vie. Le baiser fut plus profond cette fois, plein de promesses et de possibles. Quand ils récupérèrent Amélie chez Dorothée plus tard dans la soirée, leurs mains entrelacées et leurs sourires identiques parlaient d'eux-mêmes. Amélie les observa une seconde, puis poussa un cri de joie. « Vous vous êtes embrassés? »« Pour de vrai cette fois? Comment tu sais ça? » rit Thomas en la soulevant dans ses bras. « Parce que vous avez l'air heureux. Vraiment heureux. » Comme dans les films, elle les fixa très sérieusement. « Alors ça veut dire que vous êtes petite amie et petite amie maintenant. » Thomas regarda Béatrice interrogatif. Elle hocha la tête, un sourire tendre aux lèvres. « Oui, ma chérie, ton papa et moi allons essayer d'être ensemble. Ça te va? C'est la meilleure chose du monde ?» s'écria Amélie en les serrant tous les deux dans un câlin à trois. « Maintenant, on est une vraie famille, Dorothée. » Depuis la porte, essuya discrètement une larme. « Il était temps, » dit-elle en souriant. Les 6 mois suivants passèrent dans un tourbillon de bonheur. Thomas et Béatrice sortirent vraiment ensemble, profitant de moments à deux, pendant que Dorothée ou l'assistante de Thomas gardait Amélie. Ils allaient au cinéma, testèrent de nouveaux restaurants, partaient quelques week-ends sur la côte normande ou dans les Alpes. Ils apprenaient à se redécouvrir, ou plutôt à se découvrir enfin, pour de vrai, en dehors du poids du passé. Ils apprenaient aussi à être une famille. Les dîners du dimanche chez Dorothée devinrent une tradition. Ils emmenaient Amélie au zoo, au musée, à la fête foraine du Champ de Mars. Ils faisèrent les devoirs ensemble, débattaient sur les heures de coucher et les limites d'écran comme n'importe quel parent. Et peu à peu, l'appartement de Béatrice devint leur appartement. La brosse à dents de Thomas apparut dans la salle de bain. Son café préféré remplit le placard. Quelques chemises trouvèrent de place dans un tiroir qu'elle avait vidé pour lui. Il passait plus de nuits là que chez lui, et les rares soirs où il rentrait à son loft, Amélie demandait toujours « Pourquoi papa ne dort pas ici ?»
Ce fut Dorothée qui finit par provoquer la suite inévitable. 9 mois après le premier baiser sur le balcon, elle les invita à dîner et annonça son projet d'emménager dans une résidence pour seniors. « Cette maison est trop grande pour une vieille dame », déclara-t-elle. « Maman, tu as 69 ans, tu n'es pas vieille », protesta Thomas, « assez vieille pour savoir ce que je veux. Et je veux que vous ayez cette maison. Toi, Béatrice et Amélie. Il y a un grand jardin plein de lumière de la place pour une vraie famille. Elle mérite d'avoir des rires d'enfants à nouveau. » Thomas jeta un regard nerveux vers Béatrice. Maman Béatrice et moi n'avons pas encore parlé de vivre ensemble. Eh bien, vous devriez couper Dorothée. Vous êtes ensemble tous les jours de toute façon. Autant rendre ça officiel. On ne peut pas juste emménager comme ça, dit Béatrice sans grande conviction. Ça ne fait que 9 mois qu'on sort ensemble. 9 mois de couple, 8 ans d'histoire. Et une fille en commun, répondit Dorothée implacable. Je pense que vous pouvez vous permettre de sauter quelques étapes du processus traditionnel. Amélie, les yeux grands ouverts, regardait tour à tour sa mère et son père. On pourrait vraiment vivre dans la maison de mamie, celle avec le grand jardin, demanda Amélie, les yeux brillants. Si ta maman est d'accord, répondit prudemment Thomas. Il se tourna vers Béatrice. C'est un grand pas, je ne veux pas que tu te sentes forcée. Béatrice regarda autour d'elle la salle à manger de Dorothée inondée de lumière. Elle imagina leur vie ici. Amélie courant dans le jardin Thomas, préparant le petit déjeuner des rires qui résonnait dans la maison au lieu du silence. Elle imagina ne plus avoir à lui dire au revoir chaque soir. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle doucement. « Et si on essaie et que c'est un désastre ?» « Alors, on fera comme toujours, on s'adaptera, » répondit Thomas calmement. « Mais Béatrice, je ne crois pas que ce sera un désastre. Je crois que ce sera enfin nous, la famille que nous aurions dû être il y a 8 ans. »« On peut, » maman insista Amélie d'une voix toute petite. « On peut être une vraie famille dans la maison de mamie Béatrice. » Regarda le visage de sa fille, puis celui de Thomas plein d'espoir, et le sourire complice de Dorothée. Elle comprit qu'en réalité, elle avait déjà pris sa décision depuis longtemps. « Oui, » dit-elle enfin, « faisons-le. Soyons une vraie famille. » Le déménagement fut à la fois chaotique et merveilleux. Ils passèrent leur week-end à repeindre la chambre d'Amélie, un violet pâle qu'elle déclara être parfait pour une princesse papillon. Ils déplacèrent les meubles, accrochèrent des photos, discutèrent gaiement de la disposition idéale du salon. Dorothée, elle s'installa dans une résidence senior à Boulogne proche, mais pas trop pour leur laisser leur espace. Elle emporta ses meubles préférés, mais laissa le reste de la maison pour qu'elle ait elle aussi un nouveau départ. Le premier soir, quand Amélie s'endormit dans sa chambre violette, Béatrice et Thomas se tinrent dans leur nouvelle chambre commune. Le lit était fait, leurs vêtements pendaient côte à côte, dans le placard, leurs brosses à dents alignées dans la salle de bain. « C'est réel », souffla Béatrice, la voix pleine d'émerveillement. « On le fait vraiment. »« Des regrets ?» demanda Thomas, la serrant doucement contre lui. « Non, juste de l'étonnement. Il y a 1 an, je travaillais en double poste dans un petit appartement, persuadé que je finirais seul. Et maintenant, je suis ici avec toi, élevant notre fille ensemble. C'est surréaliste. C'est réel, promit Thomas. Et ce n'est que le début. » Et il avait raison. Les 6 mois suivants furent pleins de rires, de petits désordres et de bonheur simple. Une vraie vie de famille belle et imparfaite. Ils apprirent à cohabiter. Thomas découvrit que Béatrice n'était absolument pas du matin et nécessitait un café avant toute conversation. Béatrice découvrit que Thomas chantait sous la douche et laissait ses chaussettes un peu partout. Ils se disputaient parfois pour la vaisselle, pour les écrans, pour la glace avant dîner, mais finissaient toujours par se réconcilier, conscients qu'ils étaient du même côté. Amélie, elle, s'épanouissait.
Ses notes montaient, elle se faisait des amis dans sa nouvelle école, et son sourire semblait plus grand chaque jour. Elle commença à dire maman et papa au lieu de maman et papa Thomas. Et chaque fois, leur cœur fondait. C'est à l'anniversaire d'Amélie pour ses 9 ans, 1 an et demi, après le jour où tout avait changé, que Thomas décida qu'il était temps. Ils organisèrent une grande fête dans le jardin. Tous étaient là, les amis d'école, d'Amélie Dorothée, les collègues de Thomas, les amies infirmières de Béatrice. Il y avait un château gonflable, des maquillages, et bien sûr, un lâcher de papillons. Quand le soleil commença à se coucher et que les invités partirent, Thomas prit la main de Béatrice et l'entraîna vers le petit kiosque au fond du jardin. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» rit Béatrice. « Si tu veux juste échapper au rangement, tu rêves. » Mais sa voix s'interrompit. Thomas venait de poser un genou à terre. « Béatrice Colonel, dit-il, en sortant une petite boîte en velours. Il y a 8 ans, je t'ai rencontré, et ma vie a changé à jamais. Je ne savais pas encore que cette nuit-là, nous avions créé la plus belle petite fille du monde. J'ai manqué ces 7 premières années, et je le regretterai toujours, mais je ne veux plus rien manquer. Je ne veux manquer ni un anniversaire, ni une pièce d'école, ni un lâcher de papillon, et je ne veux manquer aucun jour à tes côtés. » Il ouvrit la boîte. Un anneau en saphir bleu entouré de petits diamants scintillants comme des ailes de papillon. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser être ton mari et le père d'Amélie officiellement? Veux-tu faire de nous une vraie famille, dans tous les sens du mot? » Béatrice porta les mains à sa bouche, les larmes aux yeux. « Oui, sanglota-t-elle. Oui, 1000 fois oui. » Thomas glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, et pour cause, il l'avait fait concevoir sur mesure, avec un saphir pour leurs yeux, à toutes les deux entourées de diamants en forme d'ailes. Ils s'embrassèrent au moment où le soleil disparaissait derrière les toits. À l'intérieur, Amélie poussa un cri de joie, manifestement prévenue par Dorothée. Elle sortit en courant les bras tendus et les serra tous deux dans une étreinte. Dorothée, depuis le perron, essuyait encore des larmes de bonheur. Et Thomas pensa à tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il avait trouvé. 18 mois plus tôt, il s'était effondré dans une rue parisienne, croyant tout avoir perdu. Mais il avait gagné l'essentiel, une fille qui avait sauvé sa vie, une femme qui avait sauvé son âme, et une famille qu'il n'aurait jamais imaginée. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Ils se marièrent 3 mois plus tard, dans ce même kiosque au fond du jardin. Amélie fut la demoiselle d'honneur vêtue d'une robe blanche, brodée de papillons rayonnantes, comme un petit soleil. Dorothée pleura de joie, et lorsque l'officiant déclara Thomas et Béatrice, mari et femme, leurs lèvres se rencontrèrent sous les acclamations d'Amélie. Le monde sembla s'aligner parfaitement, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Ils partirent en voyage de noces en famille à Disneyland Paris, parce qu'Amélie en rêvait. Ils firent les tasses tournantes, mangèrent trop de glace, regardèrent les feux d'artifice au-dessus du château. Les 3 ensemble. Une famille née d'un second souffle, sauvée par une petite fille assez courageuse pour appeler à l'aide. Et si cette histoire vous a ému, dites-le nous, comment l'auriez-vous vécu, vous? Partagez votre prénom, votre ville, et notez cette histoire de 0 à 10, si elle a touché votre cœur. Et si vous aimez les récits pleins d'émotions, d'amour et de renaissance, restez avec nous pour les prochaines histoires.